C'est bientôt la sortie de Black Adam, le film qui a été tourné en IMAX juste pour pouvoir faire rentrer tous les muscles de Dwayne Johnson à l'écran. On raconte que même ses doigts ont des abdos. Si te mets une olive, tu as 18 jours d'ITT et 18 points de suture. Et Pierce Brosnan a déclaré qu'il avait contribué à réaliser le casque de son personnage, le fameux Dr. Fate, en faisant des retours avec le réalisateur. Et je me demande s'il a fait comme tous ces directeurs créatifs d'agences de pub un petit peu cocaïnés, déjà qui demandent de faire 36 émotions sur un même visage à leurs artistes et qui en plus te font retoucher pour justifier leur salaire un nuage en arrière-plan qui a pas la bonne forme. En tout cas, j'espère que c'est pas de la faute de Pierce Brosnan si jamais le casque est devenu tout asymétrique, alors que dans les comics il est tout beau, tout rond, et là on dirait qu'il a autant d'arêtes que la gueule de James Bond dans le GoldenEye sur Nintendo 64. En plus, il avait déjà déclaré que le costume du Dr. Fate était réalisé entièrement en images de synthèse, donc là le seul truc qu'il doit tenir entre ses mains c'est une grosse boule verte, un petit peu comme celle qu'on n'a pas vu pendre sous le Hulk de Hulk dans Thor Ragnarok, mais bref. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 362e JT Comics, Marvel continue de surfer sur la mode de ses œuvres d'art numériques, les NFT, avec 3 variantes cover exclusives mises aux enchères, mise à prix de départ 1500 balles. Il s'emmerde pas pour une clé encryptée qui sert de certificat d'authenticité de ce JPEG encore plus cher que ceux de ta grande sœur sur OnlyFans. On sait pas exactement combien ça rapporte aux artistes, mais la meilleure des vannes, ça reste quand même que Scotty Young a vendu l'original de sa variante cover 7000 $. Donc on va voir si l'œuvre intangible va dépasser le prix de celle qu'on peut encadrer chez soi. C'est quand même un sacré monde et il est temps pour nous de basculer dans celui des news de la semaine. Beaba, c'est la rentrée, ça y est, ça peut être chez certains l'occasion d'un mal-être profond, de stress, d'angoisse. Alors je vous ai déjà conseillé sur les réseaux sociaux dans une petite vidéo de quoi faire passer tout ça, en plus de devenir extra populaire et d'agrandir la taille de votre pénis, même pour vous mesdames, un indispensable, Transmétropolitane, que je recommande dès l'entrée en maternelle. Mais là, je me fais tout simplement le relais d'un conseil, puisqu'après Huggy, voici venu Ivy, les bons tuyaux, puisque dans l'adaptation de la série animée Harley Quinn sur papier à rouler, et bien Poison Ivy offre à quelqu'un qui en a besoin un bouquet dit pour les douleurs chroniques, composé à base de ce qu'on appelle en argot la laitue du diable, le cannabis. Et on apprend qu'elle s'est servie de ses pouvoirs ainsi que de son stage de 3e chez Jardiland pour venir mélanger plusieurs variétés de cannabis et créer le meilleur des cocktails possibles. Et voilà enfin une application utile de ses pouvoirs. Alors, c'est pas le premier personnage à faire ça évidemment, il y a Swamp Thing qui a peut-être le plus taquiné la Marie-Jeanne dans son histoire, notamment dans le Hellblazer numéro 63 par Ennis et Dillon, mais il avait une bonne raison, c'était pour dépanner son poteau Constantine et pour fêter dignement ses 40 ans. C'est vrai que ça aurait été dommage de garder ce plan qui a franchement la gueule d'un Rick Sanchez au réveil, alors que il peut avoir cette gueule, regardez-moi comme il est flamboyant, on dirait Ganja le vert, Gandalf le blanc après être retombé contre le Balrog. Abominable. Attention, il va y avoir du spoil sur la série She-Hulk dans cette news, donc je vous laisse le temps d'aller écraser la barre de défilement pour passer à la nouvelle suivante et tout simplement ne pas être embêté. Voilà, je vous ai laissé un petit peu de temps, j'ai fait du violon, André Rieu. On va parler évidemment du grand retour dans l'épisode 2 d'Emile Blonsky, que moi j'ai adoré, j'adore d'abord parce que c'est l'acteur Tim Roth qui l'incarne dans le MCU, il l'incarnait déjà dans le second film du MCU, on l'a pas revu depuis, sauf dans Shang-Chi, mais il était transformé déjà en créature. Forcément, depuis 2009, certains l'ont trouvé changé, c'est évident, déjà parce que le MCU a pris une tournure beaucoup plus humoristique qu'à l'époque, et deuxièmement, et c'est ça que j'admire dans cette série She-Hulk, c'est qu'ils arrivent à faire du MCU moderne, mais à quand même garder l'essence comics des personnages, et dans les comics, l'Abomination a vachement évolué aussi. On sent tout d'abord qu'il a gardé sa haine pour Bruce Banner, pour Hulk, et ça c'est une composante majeure de son personnage, c'est ce qui le définit depuis qu'il est apparu en 1967 et qu'il était là pour le coup un vrai vilain, pur et dur, un sosie de Hulk qui parvient d'ailleurs à le mettre en difficulté, et puis après quand même on lui a fait prendre une petite route un petit peu plus subtile, il devient quasiment un anti-héros lorsqu'il est récupéré par une entité extraterrestre, The Stranger, qui le veut un petit peu comme gardien, et le fait même affronter le Silver Surfer, le surfeur d'argent. Évidemment il perd comme n'importe quel Français à Roland Garros, il revient sur Terre, il s'exile dans des égouts, et là il devient
le leader d'une communauté de désaxés, de marginaux qui s'appellent les oubliés tout d'abord et qui va vite protéger, notamment en utilisant des méthodes violentes, mais comme un anti-héros, il va les protéger des forces de l'ordre et de tous ceux qui leur veulent du mal. Plus tard, il renomme sa communauté les Abominations. Alors là, il y a de quoi faire beaucoup mieux que n'importe quel influenceur sur Instagram. Coucou mes petits abos, c'est Emile avec le code promo Blonsky30, 30% de réduction sur tous mes produits de beauté et de soins pour la peau. Croyez-moi que Booba, il ira pas l'emmerder cet influenceur-là. Alors, quelles hypothèses pour le retour de Blonsky? Il y en a trois. Principalement, vous avez tout d'abord l'apparition de ce vaisseau dans l'épisode 1 qui vient de Sakaar et qui prouve que Hulk n'a pas vraiment résolu son arc Planète Hulk. Est-ce qu'ils vont nous donner le souffle épique, le souffle de science-fiction de Planète Hulk adapté dans les films du MCU? Est-ce qu'on va voir le fils de Hulk qu'il a eu avec Kaira, c'est la version MCU de tomber love d'un voyou? Est-ce que son fils va être aussi destructeur, aussi dangereux que dans les comics et venir casser la gueule de son père, et pas simplement parce qu'il y a pas mal de pensions alimentaires en retard, entre trois vannes, on verra si ça se fait. Mais ça m'étonnerait quand même que l'avenir de Blonsky se règle dans l'espace ou avec Hulk. Donc la deuxième hypothèse, elle est encore plus improbable, ça serait celle de ramener dans le MCU Betty Ross, l'amour de la vie de Hulk qui a été déterminante mais qui est portée disparue comme la décence d'un ministre. Alors s'ils la font revenir, Blonsky pourrait la tuer exactement comme dans les comics, où il apprend que Hulk va se marier avec elle, que Banner va se marier avec elle et qu'il veut la tuer. Alors c'est un petit peu vieux jeu de tuer la femme pour atteindre l'homme, mais c'est néanmoins très efficace et ça correspond à l'abomination. Et du coup en cascade, mais c'est tout aussi improbable, on pourrait réintroduire le général Ross, malgré la mort de William Hurt il y a pas trop longtemps, donc le papa de Betty Ross qui lui aussi a fait ce qu'il fallait pour se transformer en Hulk rouge, et qui est allé lui tuer carrément l'abomination pour se venger de la mort de sa fille. Mais le mot justement c'est fille, il faudrait peut-être laisser un petit peu de boulot à She-Hulk, donc ils vont partir sûrement dans une toute autre direction. Dommage, j'aimais beaucoup la troisième option, la troisième option c'était de faire venir la She-Abomination, puisque elle existe dans les comics, et alors ses origines sont aussi clichés qu'insolites que succulente, puisque c'est une femme qui souffre du syndrome prémenstruel, à savoir qu'elle souffre juste avant ses règles de symptômes allant de irritabilité plus facile, colère, voire même dépression. Elle va essayer de faire une expérience pour se faire soigner au rayon gamma. Malheureusement ça ne marche pas et ça fait même l'effet inverse, ça lui colle un syndrome prémenstruel permanent. Et croyez-moi que si elle fait son apparition dans la série, on va se venger des épisodes un petit peu trop courts de She-Hulk, à 25 minutes douche comprise, c'est n'importe quoi. Et on va sortir le popcorn pour lire les commentaires de la série, ça va devenir assez croustillant. En attendant, je vous laisse spéculer sur tout ça dans les commentaires. Ciné-Comics. De qui on va encore parler? D'Ezra Miller, c'est un feuilleton le truc. S'il y a eu plus de 4500 épisodes de Plus belle la vie avec des spectateurs jusqu'à la fin, vous n'allez pas me casser les gemmes de l'infini si je vous fais plusieurs saisons du Miller Show. Alors précédemment, dans ce Miller Show, l'acteur est accusé d'avoir cambriolé des maisons à la recherche d'alcool, d'avoir agressé des fans, même de détournement de mineurs, d'avoir fait consommer du LSD à une gamine de 14 ans, d'avoir peut-être même tenté de coucher avec, même si la gamine dément formellement toutes ces accusations, de violences diverses, notamment dans des bars contre des gens qui chantent du karaoké. Pourquoi pas Ezra, ça pourquoi pas. Pour la Warner, ça vient extrêmement compliquer les choses sur quasiment le seul film sur lequel ils misent en ce moment de l'univers pré-Batman de Matt Reeves, The Flash, un film qui a déjà une production chaotique. Ils veulent absolument le sortir, du coup ils ont transformé Ezra Miller en cascadeur. Et attention, ne faites absolument pas ça chez vous si vous n'avez pas les adducteurs bien échauffés. L'acteur est allé s'excuser, présenter ses excuses au siège de la Warner. Ça vient rajouter une force à la Warner qui nous promet depuis des années un univers construit pour leur DCEU un petit peu à la MCU. Et là apparemment ça serait Dan Lim qui serait l'organisateur de tout ça. Alors ils sont très très forts pour faire revenir des vieux Batman dans des caméos à tel point que même Val Kilmer a dit qu'il était prêt à reprendre son rôle. Ils sont forts pour lancer plein de rumeurs et Jason Momoa a déclaré qu'il pourrait peut-être y avoir plusieurs Batman dans Aquaman 2 ou pas. Ils sont alors forts pour faire la rumeur de chaque mois, c'est que Henry Cavill reviendrait dans le rôle de Superman du DCEU. Alors là apparemment ça serait officiel, ça serait même signé selon des rumeurs encore une fois. Ils sont champions pour jeter à la poubelle des films à 90 millions de dollars terminés. Batgirl, ils ont fait plus de mal au personnage qu'Alan Moore dans The Killing Joke, mais là apparemment ils sont passés maîtres dans l'écriture métafictionnelle, dans l'organisation
comme un petit film finalement hein, de la grande rédemption d'Ezra Miller et du petit pardon de leur acteur qui pourrait justement le tirer d'accusations de détournement de mineurs, et apparemment ça va donner beaucoup d'idées à beaucoup de pervers d'Hollywood. On me dit que Harvey Weinstein a sorti son déambulateur, et veut essayer, hein, pardon. Certains fans attendent plutôt des excuses de la part de la Warner cette fois-ci, hein, notamment pour le décalage des sorties de Black Adam ainsi que de Shazam 2 de plusieurs mois, hein, aussi des excuses peut-être à la Warner on doit à toutes les équipes qui ont travaillé hein, dans tout corps de métiers différents sur le film Batgirl, et apparemment il y aurait des projections secrètes qui auraient été organisées dans le QG de la Warner pour toutes les équipes ayant travaillé dessus. Ils ont appelé ça des projections funérailles, et j'espère qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'en faire une petite copie là sur une petite clé USB ou de voler une bobine et que ça sortira sur le net plus tard. Ça peut être une histoire de dingue. L'histoire d'un film qui a quand même suscité plus d'émotions lorsqu'on a appris son annulation que lorsqu'on a appris l'annonce de sa sortie. Et puis alors, j'ai quand même beaucoup rigolé aussi quand j'ai appris que l'actrice Xochitl Gomez, qui a joué dans Doctor Strange 2, avait été très touchée par les propos et par les gestes de Patrick Stewart ainsi que Benedict Wong, qui sont venus la rassurer, manifester son soutien directement à sa caravane de tournage en lui disant que si elle avait besoin d'aide, si elle avait besoin de quoi que ce soit, de parler, ils étaient là. Hein. Je vais peut-être être un petit peu méchant en disant qu'ils auraient pu lui proposer aussi des cours de comédie, mais bref, moi j'arrive pas à penser à autre chose que deux vieux acteurs hein, qui sortent, j'imagine que c'est la nuit, et qui vont toquer à la caravane d'une jeune adolescente pour lui proposer un petit thé, un petit café, de venir parler en mode tonton gentil. J'ai peut-être trop regardé The Boys, hein, j'ai peut-être été trop habitué à du trash, et du trash on va en avoir apparemment dans la saison 4, qui a signé comme acteur récurrent hein, Jeffrey Dean Morgan, qui rentre enfin, qui intègre enfin le casting après plusieurs années de rumeurs, et vous ne pouvez pas en fait le faire parce qu'il faisait Negan notamment. Et là où la série satirique vient encore un petit peu mélanger la fiction et le réel, c'est quand il propose le fameux composé V qui est censé vous changer en super-héros, un truc horrible, en forme de boisson énergétique. Il y a de quoi voir rouge comme un taureau quand on voit à quel point le monstre devient réel. C'est quoi l'étape d'après hein? Des bloc-notes estampillés liste de Schindler ou une entreprise Titanic qui commercialiserait que des paddles reconditionnés? Coco Comics. Et puis dans l'actu comics, pas grand chose finalement, et tout d'abord Marvel qui doit arrêter d'exploiter commercialement les premières apparitions de Shang-Chi avec les Masters of Kung Fu, hein, où il était le fils du personnage Fu Manchu qui n'appartient pas à Marvel. Ils ont perdu la licence, elle est finie. C'est le personnage qui appartient à Sax Rohmer et à ses romans. C'était une caricature de méchants communistes chinois. Ça a donc été retiré des catalogues numériques, et sûrement que les originaux vont prendre un petit peu de valeur sur le marché d'occasion. Celle qui revient en revanche sous la forme où on la connaît actuellement dans le MCU, où elle apparaîtra dans The Marvel, c'est Monica Rambeau, Photon, dans une mini-série en 5 épisodes organisée par Eve L. Ewing ainsi que Michael Santamaria. Alors attention, parce que chez Marvel, un Ewing peut en cacher un autre, et Al Ewing va coécrire la série Thor avec Donny Cates. C'est tout simplement parce que Venom y fera une petite apparition, et c'est marrant de voir être réunis les deux papas modernes du personnage. Plusieurs nouvelles séries X-Men, et alors pour pas trop vous spoiler, je vais vous parler seulement de celle où on apprendrait peut-être que l'Hydra aurait infiltré le gala des damnés, donc sur Krakoa, l'île des mutants, peut-être parce que là-bas le spritz était meilleur. Le spritz, j'ai l'impression que c'est vraiment le nouveau cocktail de fils d'up qu'on boit en espadrille en chemise blanche. C'est branchouille, alors qu'un bon whisky ou qu'un peu d'huile de moteur suffirait à atteindre l'ivresse. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Une mauvaise nouvelle malheureusement chez Volt Comics, où la série Radio Apocalypse de Ramvi et Anand RK va devoir être mise en pause jusqu'à nouvel ordre, hein, pour des raisons personnelles du côté de l'équipe créative à qui on souhaite de se rétablir promptement. Et on termine avec une bonne nouvelle, et la sortie en octobre 2022 chez le label 619 d'une future petite pépite probable. Elle est signée Neyef. C'est un western qui va s'appeler Oka Hei, et on suivra le destin croisé de deux jeunes garçons issus des tribus précoloniales d'autochtones qui avaient découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Un vit plutôt à la ricaine, l'autre n'a pas oublié son héritage culturel, et les deux vont s'embarquer dans un périple où ils vont essayer de calmer leur colère. Ça a l'air très très bon, je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Lisez. Alors rien à signaler cette semaine, j'ai continué à être un petit peu sous l'eau. J'ai quand même essayé de regarder Le Samaritain, j'y suis allé en toute bienveillance, et alors putain, j'ai jeté la serviette au bout de 25 minutes. Moi je m'attendais à un truc de bien, j'ai pris un tampon monumental, j'ai saigné absolument par tous mes orifices. Stallone,
Tant pis, je vous laisse me dire hein, si vous avez kiffé dans les commentaires. Attends, je vous laisse surtout me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre. Les 2 derniers JT ont vraiment cartonné. Merci de laisser vos pouces bleus, de partager sur Facebook, de tweeter, de retweeter, de m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça me fait vraiment chaud au cœur. Hein. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre, sur les réseaux sociaux aussi. C'est là que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. La semaine dernière, je vous disais que Stan Lee était pressé d'aller ken sa nouvelle meuf, et apparemment celle-ci n'était pas infirmière mais une sorcière. Hein. Elle a transformé Papy Moustache en grenouille. Ça, c'est un gros coup dur.